Monsieur Koulibaly, le directeur général de l'AGFO. Oui, bonsoir, monsieur. Karim. Excellent, bienvenue parmi nous. Je fais un petit tour d'horizon juste pour voir si tout le monde est là. Amadou, notre CEO du groupe Famille, Amadou Diawara, est avec nous. Monsieur Cheikh Sidi Mohamed Nimaga, je crois qu'il est avec nous. Et monsieur, bien sûr, Ismaïla Togola, qu'on a à l'écran. On le remercie aussi. Super. Monsieur Togola, c'est bon. Pour désactiver le micro, il faut appuyer pour pouvoir vous entendre, c'est tout. On peut faire juste un mini test. Bonsoir, bonjour à tous. Super, c'est bon, impeccable. On est comblé. Ben, écoutez, je pense qu'on peut démarrer. Alors, 18h06 en France et 16h06 à Bamako. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Alors, nous sommes suivis, bien évidemment, par un ensemble de personnes, alors de tous horizons. On y reviendra tout à l'heure. Je compte également sur Djibril, notre collègue, pour vérifier de temps en temps s'il n'y a pas des questions, pour refaire le résumé. Écoutez, on va démarrer. On va démarrer. Donc, parfait. Bah, écoutez, ce soir nous amène à nous retrouver de manière virtuelle, mais aussi physique. Ça, c'est la magie du numérique. Autour du thème, donc, l'inclusion financière et numérique. Quels sont les enjeux et défis, donc, pour nous qui sommes en Afrique? Alors, en quelques mots, l'inclusion financière, elle favorise le développement économique en permettant à une part croissante des ménages et des PME d'accéder à une large palette de services financiers à des coûts raisonnables. L'inclusion financière publique implique, comme tout développement des activités financières, de nouveaux risques pour la stabilité financière et donc un renforcement des réglementations et de la supervision bancaire de façon à ce que la confiance du public et l'accès croissant aux services financiers aillent de pair avec une croissance économique stable et durable. Cependant, les services financiers numériques sont en train de devenir un puissant facteur d'inclusion financière, d'égalité des genres et de croissance économique inclusive. Pour les consommateurs des pays à revenus faibles ou intermédiaires, les outils financiers numériques tels que les systèmes de paiement mobiles offrent un accès à la sécurité économique, l'autonomisation et des opportunités accrues. Alors, ce soir, nous avons la chance, donc je parle pour toutes les personnes qui nous suivent, d'avoir un panel riche et divers. On vous remercie infiniment de nous avoir rejoints, d'avoir accepté de participer pendant 1h30 sur ce débat lié à l'inclusion financière. Je vais, pour permettre à nous tous de faire une connaissance très rapide de qui nous sommes, donc faire une présentation. Donc, en commençant bien évidemment par les dames. Alors, nous sommes 9 panélistes, donc 3 dames et 6 hommes. Nous vous remercions infiniment pour cette richesse. Je vais commencer, pour souci d'équité, je dirais, par les dames, bien évidemment, nous sommes des gens galants, et surtout par ordre alphabétique dans la présentation. Donc, ce soir, nous avons la chance d'avoir Madame Keita Habibatou. Alors, Madame Keita est responsable marketing et innovation chez Orange Finance Mobile au Mali. On vous remercie infiniment. Je sais que vous aurez de manière très rapide l'occasion que vous puissiez nous présenter votre entité, donc chez Orange. On vous remercie infiniment. Nous avons également la chance d'avoir ce soir, depuis la France, Caroline Leclerc. Alors, Caroline Leclerc, merci de nous rejoindre. Vous êtes business developer en charge des pays Afrique et Europe chez Enensys. Enensys, basé dans la région de Rennes, fabricant d'équipements de réseau de diffusion et équipements de test de surveillance pour la diffusion numérique. Je pense que je ne me suis pas trop égaré. Je vous remercie infiniment, mais je sais que vous aurez l'occasion aussi de nous toucher 2 mots à ce sujet. Pour poursuivre, donc, la 3e panéliste est Madame Fatoumata Siragata Traoré. Madame Traoré est directrice générale du CEMAPI. Alors, pour les profanes et ceux qui ne savent pas, le CEMAPI, c'est le Centre malien de promotion et de la propriété industrielle. Les objectifs, c'est un peu pour ceux qui savent en France, par exemple, c'est l'INPI, organisme en charge donc de l'enregistrement et des dépôts de marques, des inventions, les brevets industriels. Je sais que vous aurez aussi l'occasion de nous décrire un petit portrait rapide de votre activité. Je vous remercie de nous rejoindre, Madame Traoré. On passe au 4e panéliste et cette fois-ci, donc, on passe à la jante masculine. Nous accueillons donc dans l'ordre alphabétique M. Django Batili. Alors, M. Batili est directeur général de Sira Labs au Burkina Faso. Nous le remercions. On sait qu'il est connecté depuis le Sénégal.
Donc, le Sierra Labs, c'est un incubateur pour des projets novateurs et innovants. C'est un accélérateur de croissance. Il accompagne donc les startups et les porteurs de projets en proposant et en aidant à faire des levées de fonds et en appelant à des programmes de formation. Vous aurez, M. Bathily, bien sûr, l'occasion de revenir là-dessus. Nous avons ensuite, toujours pareil, donc, M. Ahmed Salif Kamara, DG de l'AGETIC. AGETIC, c'est l'Agence des technologies de l'information et de la communication au Mali. L'AGETIC, donc, avec laquelle, bien sûr, et on vous remercie, le groupe FAMIB collabore et accompagne. L'AGETIC est chargé de la modernisation de l'administration malienne. C'est un vaste chantier, mais il est pour nous obligatoire pour faire face aux défis, bien sûr, des temps modernes. On vous remercie beaucoup, Monsieur le directeur général. Donc, je sais qu'on vous donnera la parole tout de suite. Monsieur Souahibou Koulibaly, donc directeur général de l'AGEFO, on vous remercie infiniment. AGEFO, Agence de gestion de fonds d'accès universel au Mali. L'AGEFO, elle a pour mission, donc dans notre pays, de la promotion du service et de l'accès aux télécommunications et l'innovation technologique pour nos populations. L'AGEFO, je le tiens à préciser, bien sûr, c'est une agence gouvernementale et non pas une agence privée. Merci donc, Monsieur Koulibaly. Amadou Diawara, bien sûr, CEO du groupe FAMIB. On ne le présente plus. Il est connu au pays, bien sûr au Mali, mais aussi à l'international, au travers donc, du groupe FAMIB qui a ses filiales en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Rwanda. Je les cite comme ça, mais c'est un groupe qui a pris tellement d'ampleur et de manière très pragmatique qu'on est vraiment très fiers donc de les présenter et d'en faire partie, puisque moi je m'occupe de la partie France pour le développement. Donc président également de l'Université virtuelle du Mali, UPP Kingi, et fondateur de l'AVH, Africa Virtual Hospital, qui est une plateforme de télédiagnostic et de télémédecine. Amadou, je sais que tu auras l'occasion d'y revenir, bien entendu. Monsieur Cheikh Sidi Mohamed Nimaga, président de la MRTP, merci beaucoup de votre participation ce soir avec nous. Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information. La MRTP est sous la tutelle du ministère de l'économie numérique et de la prospective et veille sur les intérêts nationaux en matière de télécommunications, des technologies de l'information et de communication et des postes. La MRTP veille au bon respect par les détenteurs de licences télécom de l'application des réglementations. Elle veille également au contrôle des agréments, la gestion des abonnés et des utilisateurs. Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur le Président Nimaga, d'être parmi nous ce soir. Et on termine par la fin. Donc, Monsieur Ismaïla Togola, directeur général de la SMTD, Société malienne de transmission et de diffusion, qui a fait de la révolution numérique, et vous pouvez me corriger, Monsieur Togola, mais je pense que non, votre cheval de bataille au Mali. Elle assure bien sûr donc la bonne diffusion sur le réseau TNT et sur les satellites des bouquets de chaînes radio et télévision, qu'elles soient publiques et privées, sur l'ensemble du territoire malien. Donc, vous opérez également donc, les infrastructures, comme par exemple le déploiement de la fibre optique. On vous remercie pour le travail que vous faites, parce que c'est une nécessité aujourd'hui et qu'on a, entre guillemets, pas le choix. Voilà, donc j'ai fait le tour donc de nos panélistes ce soir. Encore une fois, très heureux de vous avoir ce soir parmi nous. Nous avons pas mal de suiveurs et vous pourrez, on va faire comme le précédent webinaire que nous avions. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez faire quelque chose de dynamique et de croisé, n'hésitez pas. Voilà. Donc l'inclusion financière, de manière globale, et pour bien comprendre de quoi il s'agit, nous pouvons dire qu'elle désigne une offre de services au pluriel, services financiers et bancaires, à faible coût pour des consommateurs exclus des services traditionnels, donc qu'on veut rendre accessible maintenant aux populations modestes. On peut parler par exemple de transfert d'argent, de produits d'épargne, de micro-assurance. Ce soir, bien évidemment, écoutez, on va vous donner l'opportunité de nous expliquer. Donc, nous avons sur cette première question à peu près, je suis maître du temps et des horloges, donc à peu près 9 à 10 minutes. Et donc, je vais de suite avec la première question. Donc, qu'est-ce que l'inclusion financière et dans quel contexte on parle d'inclusion financière? Donner la parole à Cheikh Sidi Mohamed Nimaga, le président de la MRTP, Ahmed Salif Kamara, donc le directeur général de l'AGETIC, et Souahibou Koulibaly, directeur général de l'AGEFO. Dans l'ordre que vous souhaitez, mais voilà, dans un laps de temps déterminé à peu près pour 9 minutes. Voilà, donc, qu'est-ce que l'inclusion financière? Merci à vous.
Vous pouvez, si vous souhaitez, M. Nimaga, ou M. Camara, ou M. Koulibaly, prendre la parole à partir de maintenant. On vous écoute. D'accord, moi je vais me lancer. Bonjour tout le monde. Donc, je voudrais d'abord féliciter les organisateurs de ce webinaire et en même temps profiter pour dire que l'AGEFO est une agence qui a été créée par l'État en 2016, l'État malien en 2016, suite à l'ouverture du secteur des télécoms en 2000. Et donc, cette agence a pour mission principale l'extension de la couverture téléphonique à des populations rurales et surtout dans des zones desservies par les opérateurs. Et dans le cadre de cette mission aussi, nous faisons la promotion des technologies de l'information et de la communication, en même temps des populations qui sont les couches défavorisées, qui peuvent être dans des zones urbaines, et comme aussi des populations qui sont dans des zones éloignées sur le territoire national. Et donc, quand nous regardons déjà cette mission au vu du contexte de ce webinaire qui est l'inclusion financière, nous voyons que vraiment l'AGEFO peut jouer ou doit jouer un très grand rôle dans le cadre de l'inclusion financière numérique au Mali. Parce que les populations qui sont exclues aujourd'hui au Mali par rapport à cette activité financière, donc ne peuvent être ajoutées à mon sens. Il y a des possibilités de connexion, des possibilités d'avoir accès à des outils et des infrastructures leur permettent de participer à cette activité financière au niveau national. Donc, quand je parle de l'activité financière, il s'agit de tout ce qui est lié aux banques, tout ce qui est activité liée aux assurances, à la microfinance, peuvent être supportés à travers des outils que l'AGEFO pourra mettre en place en partenariat avec les autres acteurs qui sont aujourd'hui dans ce panel et pour pouvoir aider l'ensemble des Maliens à y avoir accès. Et donc, pour moi, l'inclusion financière et numérique pour le Mali ne passera que si ces populations maliennes qui sont éloignées, qui ne participent pas aujourd'hui à ces activités de transfert d'argent à des opérations bancaires au Mali. Donc, nos outils et nos infrastructures qui sont en train d'être déployés leur permettront d'être parmi ceux qui le font aujourd'hui sans eux, d'où une inclusion financière. Et donc, en prenant la parole le premier, donc c'est un petit risque, monsieur le modérateur, mais je vais m'arrêter là en essayant d'ouvrir un peu le débat pour mes autres collègues qui sont sur ce panel. Merci beaucoup. On vous remercie, M. Koulibaly. Donc, je répète, M. Koulibaly est le directeur général de l'AGEFO, l'Agence de gestion de fonds d'accès universel au Mali. On peut peut-être demander ou poser la question au président de la MRTP, M. Nimaga, pour qu'il nous touche deux mots au sujet de l'inclusion financière et qu'est-ce que pour lui l'inclusion financière et de quoi parle-t-on? M. Nimaga? Ou du coup, M. Camara, s'il le souhaite. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, je crois que Nimaga n'est pas encore avec nous, hein, parce que ça fait la deuxième fois qu'on l'appelle et il ne répond pas. D'accord. Je voulais, avant de me prononcer sur le thème, dire bravo à l'initiateur, au groupe Famib, et aussi transmettre mes salutations cordiales à l'ensemble des panélistes et aussi à ceux qui nous suivent de distance qu'on ne peut pas distinguer nommément et les voir. Donc, c'est un honneur pour nous aujourd'hui de participer à ces échanges en cette période difficile de confinement et aussi où les populations sont anxieuses, et où l'activité économique à travers le monde est quasiment arrêtée. Et voilà encore une initiative qui prouve combien il est important de développer, d'accentuer les efforts pour la pénétration du numérique et pour l'interopérabilité de l'ensemble des systèmes d'information sur le plan, non seulement sur le plan local, mais sur le plan international. D'où le thème d'inclusion financière, mais je dirais plutôt inclusion économique, inclusion des activités économiques, parce que aujourd'hui,
de plus en plus, nous parlons de finances. Les finances déterminent le monde d'aujourd'hui, mais évidemment, les finances, en réalité, ce n'est quoi? C'est de l'argent. Et l'argent n'a de la valeur que quand il y a des produits et services. Et ces produits et services, c'est ce qu'il faut faire en sorte que nous puissions évidemment mettre en relation les acteurs du développement économique. Les échanges qui se font entre agriculteurs et sémenciers et consommateurs doivent être liés et à temps réel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le numérique a toute sa place. Définir l'inclusion financière telle que sans le numérique, à mon sens, est très difficile, est un petit jeu auquel nous ne devrons pas nous mettre, nous devons plutôt les associer. Et aujourd'hui, nous, en tant que spécialistes dans le domaine d'éthique, nous avons un rôle majeur à jouer, notamment l'AGETIC qui est à l'avant-garde de la modernisation de l'administration malienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain, les entreprises privées, les citoyens puissent avoir accès aux services et échanger, faire des transactions financières sans pour autant se déplacer. C'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc, je pense que nous aurons l'opportunité de dire quels sont les voies et moyens à développer et quels sont les acteurs majeurs et les secteurs prioritaires avec lesquels il faut commencer pour que nous puissions véritablement avoir cette inclusion que nous souhaitons et qui a pour seule vocation de créer des meilleurs cadres de vie pour les populations. Parce que si nous parlons de finances, nous parlons d'économie, nous parlons de créativité, de développement, nous ne mettons pas le citoyen au cœur de ces actions, évidemment, il y a beaucoup de risques que nous passons à côté de l'essentiel. Parce que tout part de l'homme et tout est fait pour l'homme. Voilà en introduction ce que je voulais dire par rapport à l'inclusion. Et j'aurais je serais encore honoré de revenir davantage et d'approfondir le thème. Merci. Merci, M. Camara. Je rappelle que M. Camara est le directeur général de l'AGETIC, donc l'Agence des technologies de l'information et de la communication pour le Mali. Merci infiniment de ce premier, je dirais, apport. Nous avons encore quelques minutes donc à notre actif sur cette première question. Bon, puisque M. Nimaga ne nous a pas encore rejoint, si peut-être, non, il a quitté la conférence. Écoutez, si quelqu'un veut verser en nous expliquant ce que pour lui l'inclusion financière voulait dire, peut-être Amadou Diawara. Juste, je voulais dire que M. Nimaga a des soucis, mais il arrive, il va nous rejoindre, donc on peut continuer, il arrive. C'était juste parfait. Merci. Parfait. Donc, si, on avait encore quelques minutes sur cette, mais vraiment quelques minutes sur cette première question, à savoir qu'est-ce que l'inclusion financière et dans quel contexte on peut parler d'inclusion financière. Si toutefois, parmi nos panélistes, quelqu'un souhaitait intervenir, il n'y a pas de problème. La parole circule. Hein. Karim, je pense qu'on peut continuer rapidement parce que vu la qualité de nos panélistes, je suis sûr qu'ils ont un agenda très chargé. Donc, après, aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. OK. On va la lui. Merci. Alors, cette question maintenant, la deuxième question s'adresse donc directement à M. Ismaïla Togola, qui est le directeur général de la SMTB. Monsieur Togola, merci. Donc, quel rapport existe-t-il entre le secteur financier et le numérique, selon vous? Donc, bonsoir à tous. Donc, tout comme mes collègues, j'aimerais commencer d'abord en félicitant vraiment les initiateurs de ce débat qui est vraiment d'actualité. Et vraiment bravo et merci d'avoir pensé à nous tous aussi. Donc, je vais aller assez rapidement parce que je vois que je n'ai que 2 minutes. On parle beaucoup d'inclusion financière et de numérique. Je pense qu'il est important d'abord de commencer par définir d'abord c'est quoi vraiment le numérique. Parce qu'en comprenant le numérique, on pourra facilement faire la nuance entre le secteur, entre l'inclusion financière et le numérique. Donc, de façon globale, le numérique vraiment englobe tout ce qu'on connaît comme télécommunication, tout ce qu'on connaît comme informatique et tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme Internet. Donc, cela veut dire l'Internet, le téléphone, la radio, la télévision et l'ordinateur. Donc, comme vous verrez, c'est des outils, des technologies que les populations utilisent au quotidien pour leurs différentes activités. Donc, maintenant, quand on parle d'inclusion financière, du secteur financier, on pense naturellement aux banques.
On pense naturellement aux institutions de microcrédit et toute autre institution financière. Et nous avons tous remarqué que ces dernières années, notamment au niveau des banques, il y a une grande révolution digitale du secteur et du monde entier. Et l'Afrique n'est pas restée en marge. On a remarqué aussi qu'ici, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, la BCAO, à travers le GIM-UEMOA, a mis en place un genre de schéma directeur qui exige au secteur banquier une certaine évolution afin d'être conforme à tout ce qu'on appelle comme PCI DSS, qui est une norme de sécurité digitale importante pour qu'une banque puisse émettre les cartes, notamment de Visa ou Mastercard. Et on verra que tout ça fait que le numérique est au cœur de ce processus. Donc, le secteur financier devient beaucoup plus proche donc, des clients grâce à ces nouveaux outils donc, numériques. Donc, aujourd'hui, le secteur financier se développe, mais vraiment, c'est grâce au numérique et à cette inclusion financière. Donc, c'est un peu sur ça que je voulais vraiment commencer, définir le numérique, définir les évolutions du secteur financier et comment le numérique maintenant est au cœur de cette évolution du secteur financier. Merci. Merci infiniment, Monsieur Togola, donc directeur général de la SMTD, Société malienne de transmission et de diffusion. Merci pour cet élément d'information. Ma question maintenant s'adresse aussi également donc à Caroline Leclerc. Donc même question. Donc quel rapport existe-t-il entre le secteur financier et le numérique? Je rappelle que vous êtes directement en France, dans la région de Rennes. En effet, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Bravo à la famille pour avoir organisé ce panel qui est un sujet effectivement très important et tout à fait actuel. Pour rajouter quelque chose, pour rajouter à ce qu'a dit Monsieur Togola, je dirais que pour répondre à cette question, quel rapport existe-t-il entre le numérique et les services financiers, je repartirai aussi sur la définition, une définition très large du numérique, disant que en fait, le numérique, c'est un service qui peut s'adresser à des millions ou des milliards de personnes parce que c'est un service, c'est quelque chose qui est un même service qui est proposé à de nombreuses personnes et ça a permis de faire naître de très, très grosses entreprises qui sont très puissantes, comme les GAFA, qui ont une capitalisation aussi très importante. Et cela a permis de vraiment atteindre un certain nombre de gens, ce qui n'était pas possible dans le passé. Donc, si on regarde les banques traditionnelles, une banque va, par exemple, avec une population de 5 millions de personnes, une banque traditionnelle va peut-être pouvoir ouvrir 1 million de comptes bancaires. Ici, l'apport du numérique va vraiment être exponentiel et va permettre un reach-out qui est en fait illimité. Et c'est là où le rapport entre donc, le numérique et les services financiers et cette capacité d'étendre presque infinie, en tout cas virtuellement infinie, et tout en précisant que cela s'adapte à tous les autres domaines, en fait, pas uniquement aux services financiers, évidemment. Voilà, ce sera tout pour moi pour commencer. C'est parfait, c'est parfait. C'est aussi ça la complémentarité et puis l'apport de différents points de vue, c'est ce qui fait la richesse de nos échanges ce soir. C'est vraiment un sujet qui est primordial pour nous, en tout cas au Mali. Je vais laisser la parole pareil à Madame Monsieur Keïta. Karim, très rapidement, Monsieur Nimara vient de nous rejoindre en fait. Ah, parfait. Monsieur, Voilà, merci. alors, je vais prendre quelques secondes pour le réaccueillir parce que je sais qu'on avait échangé au tout début, mais avant qu'il ne quitte pour des raisons techniques. Donc, Monsieur Nimaga, bonsoir. Je ne sais pas s'il nous entend, s'il est arrivé à régler. Monsieur Nimaga, activer son micro. Alors, Monsieur Nimaga, pour activer le micro, il faut juste cliquer sur le micro en bas. Oui, ok. Bonsoir, Président. Comment allez-vous? Merci. Bonsoir, monsieur. Alors, très heureux de vous accueillir parmi notre riche, je dirais, plateau de panélistes. Je m'étais permis de vous présenter déjà sur votre profil et portrait. Vous êtes le président de la MRTP, Autorité malienne de régulation des télécoms, des technologies de l'information au Mali.
J'avais déjà expliqué les rôles et fonctions donc, de la MRTP sous la tutelle du ministère de l'économie numérique et de la prospective au Mali. Absolument. OK. Voilà. Donc, on vous remercie infiniment. Écoutez, puisqu'on a, on a le plaisir, Président, de vous avoir avec nous, on avait déjà entamé les sujets, mais si vous avez 2-3 mots à nous dire sur l'inclusion financière, et je remettrai la parole à donc, notre panéliste suiveur, mais je le ferai juste après votre intervention. OK, Voilà. merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, c'est un plaisir pour moi de participer à ce panel sur l'inclusion financière qui est aujourd'hui d'actualité, aussi bien dans le monde que surtout au niveau de l'Afrique. Quand on parle d'inclusion financière dans le contexte où toute une gamme, ça veut dire que toute une gamme de services financiers doit être disponible et accessible à moindre coût à presque l'ensemble de la population, surtout ceux qui n'étaient pas du tout bancarisés. Donc, c'est cet apport du numérique et le support, ce rapprochement avec les services financiers ont permis à la majorité de la population, si je peux m'exprimer ainsi, effectivement sur la base des techniques qui existent, même là où les connexions ne sont pas disponibles, le numérique, les débits ne sont pas élevés, ces personnes puissent accéder aux services financiers. Donc, je pense que ça, c'est la grande invention qui a été trouvée pour enfin ne pas laisser quelqu'un au chemin de la route. Donc, ça permet vraiment de renforcer l'économie. Toutes ces interventions que nous voyons sur le numérique à travers les mobiles monnaies, les mobiles cash, enrichissent l'économie au bénéfice de l'ensemble des citoyens. Voilà, c'est ce que je pouvais ajouter à ce que j'ai entendu oralement. Cher Président Nimaga, on vous remercie infiniment de cet apport également. On aura bien entendu l'occasion de vous redonner la parole sur les différentes thématiques. On a encore quelques longues minutes ensemble à partager. On voulait donc du coup donner la parole à Madame Habibatou Adrienne Keïta, qui est responsable marketing chez Innovation Orange Finance Mobile au Mali. Pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense du rapport entre le secteur financier et le numérique pour l'inclusion financière. On vous écoute, Madame Keïta, avec grand plaisir. Vous avez à peu près 2 minutes. Voilà. D'accord. Bonjour, merci Monsieur Aoui et bravo à FAMI pour l'organisation et l'initiative de ces webinaires qui est d'actualité au risque de répéter ce que les précédents ont déjà dit en cette période de crise économique qui a été induite par la crise financière. Je vais aussi prendre un peu de temps pour parler en fait du numérique et de l'impact du numérique surtout sur la finance. En fait, depuis le début de l'Internet dans les années 2000, la technologie a transformé beaucoup de secteurs et le secteur financier n'est pas resté à la marge. Le secteur financier qui a d'ailleurs démarré son informatisation dans les années 80 a eu un coup d'accélérateur en fait à partir du moment où Internet avec le boom Internet. La transformation digitale, donc à la base le numérique c'est un outil d'accès aux produits financiers et la transformation digitale a par contre offert en fait et continue d'offrir d'ailleurs au quotidien un relais de croissance au secteur financier. Par l'optimisation et la réduction des coûts, on assiste de plus en plus à l'apparition d'outils d'accès à distance aux produits financiers. Je parle des applications, de la banque en ligne. On a une diversification d'offres et des nouveaux produits digitaux qui sont au service des produits financiers. Depuis une décennie, en Afrique en fait en particulier, on assiste aussi à l'émergence de la finance mobile. La finance mobile, pour diverses raisons, les acteurs traditionnels sont majoritairement en zone urbaine et ont des clientèles dans la classe moyenne. Donc, ce qui pousse aussi la finance mobile à aller plus loin parce qu'on est aujourd'hui, on a plus facilement un téléphone qu'un compte bancaire. On peut dire donc aujourd'hui que tous les secteurs, comme tous les secteurs, le secteur financier a subi une transformation interne et externe à travers les outils numériques.
Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc on a eu des applications qui sont nées, des nouveaux métiers qui sont nés, des nouvelles approches de nos clients, de la démocratisation de certains usages. Donc, on est passé en quelques années du transfert, quand le mobile money naissait, du transfert d'argent classique à des services où on peut payer des factures, on peut payer nos courses, on peut recevoir nos salaires à travers le mobile money aujourd'hui. Donc, quelle que soit en fait la situation économique ou l'état de développement d'un pays aujourd'hui, le mobile money en fait reste à son impact, pas incontestablement. Par exemple, dans les pays plus développés ou en Occident, on voit des banques 100% digitales et en Afrique, on voit le mobile money qui perce. Donc ça, c'est quand même un gros avantage en Afrique parce que le monde tend de plus en plus vers de la dématérialisation. Donc, on est déjà dans l'ère du mobile money. Donc, on ne va peut-être pas subir les fermetures d'agences massives. Donc, en fait, les banques n'auront pas ouvert des agences dans les zones rurales pour ensuite les refermer, comme ce fut le cas dans beaucoup de pays aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi. Madame Keïta, merci pour les éléments dont vous faites preuve. C'est vraiment très, très instructif ce soir et je suis très, très content parce qu'on est suivi également un peu partout et je suis convaincu qu'il y aura à un moment donné des questions qui vont se croiser. Amadou Diawara, deux petites minutes sur le sujet. Oui, tout d'abord, moi, je voudrais remercier l'ensemble des panélistes d'avoir accepté aujourd'hui de nous rejoindre. Aujourd'hui, sachant leur agenda très chargé et sans pour autant revenir sur les explications qui ont été données sur le numérique et surtout sur les rapports. Mais c'est de dire aujourd'hui, la question, elle est pertinente. Hein. Quel rapport existe-t-il entre le secteur financier et le numérique? Moi, je dirais plutôt qu'aujourd'hui, nous savons tous que les technologies mobiles et numériques ont sensiblement contribué à stimuler l'inclusion financière en Afrique ces dernières années. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le pourcentage d'adultes disposant d'un compte est passé dans les années 2011, on va dire, à 24% et en 2020 à 50%, par exemple, sinon même plus. Et là, je parle sous le contrôle du régulateur et puis des opérateurs télécoms. Mais c'est de savoir que les services bancaires mobiles fournis par les fintech aussi et les opérateurs télécoms viennent progressivement combler les lacunes de banques traditionnelles. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, le thème est aussi important qu'il faut en débattre là-dessus. Mais c'est de dire aussi, ce qui est bien, c'est que les services financiers mobiles ne requièrent pas les mêmes investissements que les réseaux d'agences, comme elle l'a dit tout à l'heure, Mme Keïta, d'agences que les banques traditionnelles, les agences bancaires desservent les zones faibles en fait en densité de population, avec des coûts nettement moins que ceux des banques traditionnelles. Nous avons vu la pénétration aujourd'hui en Afrique, notamment le Mali. D'ailleurs, c'est un pays qu'il faut quand même saluer. Aujourd'hui, l'inclusion financière au Mali est reconnue par tous. Je pense que Adrian dira que Orange Mali est sans doute le Mali un des pays le plus rentable pour Orange aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires par Orange Money, tout simplement parce que la population a embrassé tout de suite cet outil que venu pour l'inclusion, par exemple. Mais aussi, peut-être que les autorités ont travaillé pour ça. Mais nous regardons du côté de l'Afrique de l'Est aussi, nous avons vu le Kenya aujourd'hui, qui aujourd'hui est très en avance. Donc, c'est pour dire que les pays qui sont développés, il est plus facile aujourd'hui pour moi de faire des transactions au Mali qu'ici en France. Vous savez, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on sent que l'inclusion financière, de façon mondiale, globalement, l'Afrique n'est pas en retard sur cela parce qu'on a compris que, je pense que c'est que ces dernières années que les transactions entre mobiles viennent de commencer entre la France, le Burkina et certains pays, notamment à travers Orange. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Donc, c'est pour dire qu'il est nécessaire, en tout cas, vu que nous avons la chance d'avoir le régulateur aujourd'hui, de trouver aussi le juste équilibre entre l'exploitation des possibilités et de la gestion de ces risques. Parce que les questions de confiance, de capacité financière, de réglementation, de conformité et d'interopérabilité occupent une place importante que nous savons aujourd'hui. Et le rôle que peuvent jouer aujourd'hui les fintech comme nous, groupe famille, ou même aujourd'hui les opérateurs télécoms ou d'autres PME aussi qui sont dans ce domaine-là, mais et les banques, c'est dans l'inclusion financière, dépend essentiellement des caractéristiques du marché sur lequel ils opèrent. Et quand on regarde le cas du Mali aujourd'hui, nous savons que c'est un pays à plus d'1 245 000 km² et il est difficile de donner à un courtier d'aller remettre de l'argent. Mais il est aussi difficile à nos banques traditionnelles de pouvoir créer des agences dans toutes ces zones-là. Donc, d'où le rôle aujourd'hui de l'inclusion des mobile money, par exemple. Donc, ce qui fait que l'inclusion financière, on ne peut pas en parler sans le numérique. Nous savons, quel qu'en soit le métier aujourd'hui, le numérique est incontournable. C'est ça qui est extraordinaire.
Et je pense que les télécoms, les opérateurs télécoms ont bien compris cela et le gouvernement du Mali a très bien compris, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un des pays qui aujourd'hui, où on sait que la plupart de nos transactions se font à travers les mobile monnaies. Donc, grosso modo, moi, c'était plus ou moins un petit ramassé. Et parce que vu les spécialistes en face, je ne peux pas me permettre de m'aventurer beaucoup. C'était ça. Merci beaucoup à Amadou Diawara. Merci pour ce point de vue, très riche également. C'est vrai que Caroline Leclerc, qui est en France, voit l'explosion technologique et le chantier qui est en train de s'opérer en Afrique. On le voit, nous, dans le publicité à la télé française, on commence à parler de paiement via les portables, alors que nous, on a déjà franchi le cap et on est presque des modèles regardés à ce niveau-là en Afrique. Merci Amadou. Maintenant pour Django Batili, qui je rappelle est directeur général de Sierra Labs, basé donc au Burkina Faso. Sierra Labs est un incubateur, il est aussi un accélérateur de croissance. Donc, quel est, Monsieur Batili, pour vous les enjeux de l'inclusion financière numérique? Vous avez à peu près, 3 minutes. Je suis désolé d'avoir le mauvais rôle, mais je suis aussi obligé de tenir un petit peu les horloges. Voilà. Quel est pour vous donc, quels sont les enjeux de l'inclusion financière, Monsieur Batili? Alors, Monsieur Batili, on ne vous entend pas. Alors, on peut. Il vous faut. On ne vous entend pas. On va peut-être, en attendant que M. Batili réponde à la question et règle le problème, on va peut-être poser la même question à Cheikh Sidi Mohamed Nimaga, le président de la MRTP. Oui. Monsieur Nimaga, président, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur les enjeux de l'inclusion financière en Afrique ou au Mali, en l'occurrence? Absolument. Les enjeux de l'inclusion financière en Afrique, particulièrement au Mali, et le constat qu'on a eu à faire entre le développement de l'inclusion financière et la croissance économique. Un boom récent de l'argent mobile a déjà permis à des millions de personnes exclues du système financier formel de déposer des comptes et d'effectuer des transactions. Donc, en ce qui concerne le Mali, mais particulièrement depuis 2018, on a pris des décisions pour aller dans ce sens. Parce qu'en 2017, nous avions fait une étude exhaustive donc, qui a impliqué tous les acteurs du secteur, banquiers, les microfinances, les FAI, les opérateurs. Sur la base de cette décision, de cette étude, nous avions pris la décision en 2018 de libéraliser d'abord le code USSD pour permettre à tous utilisateurs de téléphone de pouvoir accéder aux services. On a enrichi, on est parti plus loin, on a fixé les tarifs, la redevance qui était au niveau de la MRTP à 1 million de francs. Et en 2019, nous avions pris une décision pour encadrer les tarifs, aussi bien d'accès, les tarifs d'accès et les tarifs de cession. Cette année, compte tenu du recul qu'on a eu, aussi bien au niveau des utilisateurs de services financiers, au niveau des fournisseurs d'accès, donc nous sommes arrivés, aujourd'hui même, je viens de signer une décision qui fait la révision de ces tarifs que nous avions fixés. La redevance n'existera plus au niveau de l'accès au code. Pour accéder au code, on a fixé un tarif forfaitaire de 100 000 francs qui est payé une fois pour toutes. Contrepartie d'1 million qui était payé chaque année, renouvelé. On a eu à baisser les tarifs maintenant qui sont en vigueur à peu près de 20 à 50%. Vous verrez les différentes rubriques. En tout cas, la décision déjà est disponible. Donc, demain, ça sera publié. Donc, c'est pour dire que nous croyons à la force du numérique, surtout dans le développement de l'ensemble de l'économie de façon globale. Les défis maintenant qui peuvent se poser, c'est de faire en sorte d'abord que l'infrastructure puisse se développer et que tous les citoyens puissent y accéder. Non seulement l'accès à travers les infrastructures et la mise à disposition de tout ce qui est infrastructure et tout ce qui est outils, mais pouvoir accéder à des tarifs abordables. Je pense que c'est l'un des défis majeurs. Merci, donc, Président. Merci, Président. Oui, donc, il y a d'autres enjeux
il y a d'autres enjeux, une meilleure démocratisation de l'accès aux services financiers. Donc, ça, la lutte contre la pauvreté. Mais au-delà de cela, quand nous parlons du numérique, il ne faut pas oublier les autres enjeux. C'est la protection des données à caractère personnel. C'est la sécurité d'accès qu'il ne faut pas oublier. Parce que c'est un milliard qui se prend et qui se circule sur le réseau. Il faut prendre des mesures absolument fortes pour pouvoir surveiller, pour que les ressources n'aillent pas ailleurs. Et je pense que c'est sur ce domaine que nous sommes en train aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire en mettant en place une cybersécurité pour aider le gouvernement à protéger en tout cas ces différents flux. Au-delà de cela, il est important, l'un des enjeux aujourd'hui aussi, c'est l'interopérabilité. Je pense que l'UMOA, à travers la BCAO, a pris la disposition pour faire en sorte que, au niveau de l'ensemble de l'UMOA, qu'il y ait une plateforme d'interopérabilité. L'UMOA est en train de travailler là-dessus, mais l'AMRTP est en train de travailler avec les opérateurs pour que chacun ne soit pas de son côté, mais qu'on puisse et fonctionner les différentes plateformes qui existent, aussi bien chez les différents opérateurs, qu'on puisse s'interconnecter. Nous sommes en train de voir le schéma économique approprié pour pouvoir pousser à aller vers cette interopérabilité pour donner beaucoup plus de facilité aux utilisateurs. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, Président Nimaga, pour être le garant de l'évolution de tout ce qui est en train de se passer dans cette transformation du pays. On est vraiment très, très fiers de l'action que vous menez. Je vais donner la parole à Monsieur Patrick, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les chats aussi. Il y a des interactions très intéressantes, des questions et des suggestions. Alors, quelles sont les questions? C'est parce que je suis redescendu. S'il y a quelques questions. Mais je voudrais donner la parole un petit peu à Monsieur Koulibaly. 2-3 minutes avant qu'on revienne sur les questions, parce qu'il y a M. Batili aussi qui avait eu un problème technique. M. Batili, je lui donnerai la parole après M. Koulibaly. 2-3 minutes, M. Koulibaly, sur les enjeux. Ok, sur les enjeux. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je remercie mon prédécesseur, M. Nimaga, président de l'autorité. Et à mon sens, pour les enjeux permettant le développement de l'inclusion numérique au Mali ou en Afrique en général, donc je pense qu'il faudrait d'abord mettre en place des points d'accès ou des points de distribution qui permettront aux populations d'avoir accès à ces outils. Et en ce qui concerne le Mali, au vu de la situation, l'étendue d'abord du territoire malien, et aussi, au vu de la situation sécuritaire, cela constitue un très grand enjeu qui peut permettre la réussite ou l'échec de ce projet. Donc, il s'agirait pour les banques d'avoir peut-être des représentations au niveau vraiment plus détaillé dans ces communautés rurales et aussi les institutions de microfinance ainsi que les réseaux postaux. Au Mali, nous avons la chance d'avoir un très grand réseau postal, donc qui est représenté presque partout. Il faudrait réactiver et remettre en service. En plus de ces enjeux, c'est qu'il y a une nécessité de collaboration. Et cette collaboration entre peut-être les banques, les opérateurs et même les services de microfinance et même aussi les bénéficiaires ou les consommateurs de ces produits. Donc, il faut une collaboration. Et cette collaboration, pour le moment, il n'y a pas toute la réglementation, c'est-à-dire disponible sur place. Je suis heureux d'apprendre que le président de la MRTP vient de prendre une décision qui va favoriser l'accès de beaucoup de personnes au code USSD et en payant une somme forfaitaire pour toutes. Et vraiment, c'est une bonne chose qu'ils ont eu à initier. Mais il y a d'autres aspects qu'il faudrait aussi développer, comme par exemple la possibilité de création des opérateurs virtuels au Mali qui vont être réellement des acteurs de cette situation et aussi des aspects économiques. Parce que vous allez voir qu'il y a une très grande distance souvent entre les populations et aussi les infrastructures d'accès, c'est-à-dire les points dans lesquels il faut aller pour pouvoir faire ces opérations. Parce que tout le monde n'a pas d'infrastructure mobile ou d'équipement mobile lui permettant de faire ces opérations. Il y a aussi des aspects techniques qui peuvent aussi constituer des enjeux à notre niveau qu'il faudrait régler entre les sociétés qui sont sur place pour permettre à la population d'avoir accès à ces services financiers, à ces services de microfinance et même à ces produits. Donc, je crois qu'à ce niveau, nous devons favoriser
rapprochement des banques et des opérateurs. Il faudrait qu'il y ait, comme aujourd'hui nous sommes heureux d'être avec le régulateur des opérateurs, il faudrait aussi que le régulateur aussi des banques se mette en contact avec celui des opérateurs pour qu'ils puissent voir un peu comment il peut y avoir une collaboration entre ces deux grandes entités et faciliter l'usage et le développement de l'inclusion numérique dans notre pays. Donc, il y a aussi la création de plateformes, donc je ne vais pas m'étaler sur ça parce que le président vient de parler de l'initiative de l'UEMOA en la matière. Donc, il faut forcément aussi une plateforme d'intégration des institutions de microfinance pour cibler les populations les plus faibles. Et en même temps, pour faciliter cela, il faut aussi l'éducation, la formation. Parce que vous savez, la plupart de ces outils ou de ces équipements qui permettront à la population rurale d'être parmi les acteurs de l'économie ou des finances, donc ne sont pas allés à l'école. Et alors que les outils dont nous disposons pour leur permettre d'être associés, donc ne sont pas dans leur langue et ne sont pas dans des langages qu'ils peuvent comprendre. Donc, il y a aussi une nécessité, à mon avis, de leur indiquer comment les utiliser et en même temps de les former et de les alphabétiser. Donc, ça, c'est quelques enjeux que je voudrais signaler pour le moment en m'arrêtant à ce niveau pour le moment. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Koulibaly, pour avoir répondu. On reviendra sur les outils, hein, d'ailleurs, les outils à disposition à ce sujet. Je voulais juste remettre la parole, mais très court, à Monsieur Bathily. Je rappelle qu'il est le directeur général de Siralabs au Burkina Faso, qui est actuellement au Sénégal. Il est un accélérateur de croissance. C'est quelqu'un qui incube aussi les startups. Donc, quelques mots. On a 2-3 minutes parce qu'on a encore pas mal de questions et le sujet est tellement intéressant, mais tellement concentré que c'est compliqué. Au vu des échanges qu'il y a et de la qualité des panélistes et surtout des questions, parce qu'effectivement, il y a des questions qui arrivent. Monsieur Bathily, 2-3 mots sur ce sujet avant de revenir sur les questions. Ah, vous avez décroché votre micro? Alors, on ne vous entend pas. On ne vous entend toujours pas, Monsieur Bathily. Vous nous entendez? On ne vous entend pas. Monsieur Bathily, veuillez cliquer sur le bouton micro là, rendre silencieux, ensuite revenir. Allez-y. Bon, manifestement, Monsieur Bathily, Djibril, tu pourras voir avec Monsieur Bathily, s'il te plaît, le temps pour pas. Est-ce que nous, on peut intervenir là? Oui, qui est en train de demander la parole? Monsieur Camara de l'AGTIC. Oui, monsieur. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais déjà faire remarquer que le thème est tellement intéressant, mais j'ai parfois et puis je vois que du début à maintenant, il a fallu attendre 3 quarts d'heure pour avoir la parole. Et dire que beaucoup de panélistes ne se sont pas exprimés encore 2-3 minutes. Donc, peut-être penser à diminuer le nombre de panélistes pour les prochaines fois. Et peut-être aussi, ou alors augmenter le temps du débat. Alors, je voudrais dire 2-3 choses par rapport aux enjeux et aux défis de l'inclusion financière et du numérique à la fois. Et vous savez, on a à peu près, la vie se résume aujourd'hui en 3 acteurs majeurs pour tout ce qui est développement économique et social. Vous avez les citoyens, ensuite vous avez les fournisseurs de services et de produits, qui sont les entreprises, et vous avez le régulateur qui est l'État. Donc ces trois entités sont interdépendantes et doivent être interopérables à eux d'abord avant de pouvoir aller vers quoi que ce soit. Donc quand on parle d'enjeux et de défis, non seulement pour le numérique, il faut d'abord voir, parce que tout est pour le citoyen. Comment est-ce que l'ensemble des citoyens peuvent bénéficier des services et produits des entreprises? Et les entreprises, pour qu'elles puissent aussi fournir ces services et produits, elles attendent des services et produits de l'État. Donc, il faut une interopérabilité entre les différents systèmes, puisqu'on parle du numérique,
entre les différents systèmes qui offrent ces services et produits, non seulement sur le plan des administrations, mais aussi au niveau des entreprises qui créent de la richesse, pour que le citoyen puisse au final avoir ce dont il désire, ce dont il a besoin. Donc, ça, c'est donc, quand on prend globalement, M. Nimara a parlé tout à l'heure justement d'infrastructure. Il appartient aujourd'hui à nos États de penser à un plan global de connexion des citoyens, pas des entreprises, hein, parce que chaque fois, nous faisons l'erreur de penser connecter les entreprises, les villes, et après, on se rend compte très vite que nous sommes passés à côté de l'essentiel parce que nous connectons les communes, nous connectons les capitales régionales, mais nous nous rendons compte que le besoin, il est juste à quelques kilomètres de là où nous nous sommes arrêtés, nous avons arrêté nos investissements. Donc, il y a lieu aujourd'hui de faire l'état des lieux de l'état civil de façon globale sur l'ensemble des continents, des pays et aussi au niveau local pour pouvoir situer les citoyens et ensuite définir un plan de fourniture de services et de produits. Et c'est ça le défi. Donc, ces défis-là vont venir par développer les infrastructures de télécommunications, de technologies, développer des solutions informatiques, les rendre interopérables les unes des autres, faire en sorte que quand j'ai mon identité, mon numéro d'identité en tant que citoyen, que ce seul numéro-là, il puisse me permettre d'avoir accès à l'ensemble des services fournis sur un territoire donné ou même sur un continent donné. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles la réflexion doit partir de là. Si l'état civil n'est pas numérisé, si l'état civil n'est pas sécurisé et que je peux être, soyez-vous Koulibaly, ça s'écrit avec S et je l'écris avec C, et que je peux identifier la même personne avec des écritures différentes, alors ça fait un souci. Donc, la base aujourd'hui pour nos pays africains, pour nos pays aujourd'hui qui sont en train d'amorcer vraiment le développement du numérique, c'est de commencer vraiment par avoir un état civil fiable et sécurisé. Ensuite viendra les solutions informatiques. Parce qu'une solution informatique, qu'elle soit logée dans une banque ou bien dans une administration publique ou alors encore dans un... Ah, ça fait longtemps que je ne vois pas ce monsieur. Dans un... bien qu'il soit dans un... Ah, tu m'as perturbé là, Arbon. Désolé, hein. Voilà, j'ai perdu depuis plusieurs années. Je suis tellement heureux de le voir que voilà. C'est aussi ça le charme et la force de la virtuelle attitude. Voilà, je m'arrête peut-être là, je reviendrai. Avant, je t'aurais pour m'avoir perturbé. Merci et désolé pour l'interruption. Merci, Monsieur Camara. On va aborder maintenant le rôle de l'État, à savoir quel est le rôle de l'État dans l'accès des services financiers numériques par rapport aux populations. On peut donner la parole à Monsieur Camara aussi, mais on va dire à Madame Silagata Traoré et Monsieur Togola également sur ce sujet, sur le rôle de l'État dans l'accès aux services financiers. Qui souhaitait prendre la parole? Monsieur Togola, peut-être? Oui, très bien. Donc, bonsoir à tous. Le débat est très intéressant et vraiment, je pense que c'est un débat, comme M. Koulibaly a eu à le dire un peu plus tôt, quand je réfléchissais un peu au thème de l'inclusion financière du numérique, en regardant tous les acteurs, j'ai déploré quand même le fait que nous ne soyons pas avec aussi les acteurs du secteur financier, notamment les banques, qui sont dans cette dynamique de digitalisation avec ces nouveaux outils du numérique. Parce que c'est bien beau, nous sommes plutôt technologie, mais ça touche beaucoup à leur cœur de métier. Donc, c'est un peu ça que je vais déplorer un peu. Mais en revenant un peu sur la question, sur le rôle de l'État dans l'accès des services financiers numériques aux populations, je pense que les autres participants ont un peu touché un peu à cela. L'État a un rôle très crucial. Je pense que M. Nimaga, le régulateur, en a parlé des actions qu'ils ont prises, des actions qu'ils continuent à prendre. Pour ma part,
Comme vous le savez, la SMTD, dans la dynamique de développement des réseaux d'infrastructures de télécommunications, une des missions qui nous est assignée, c'est vraiment de continuer à développer ces infrastructures pour que finalement notre territoire qui est très vaste, vraiment sur notre territoire, on puisse s'assurer que tous les villages, toutes les villes, toutes les régions, toutes les populations puissent avoir accès à ces réseaux. Donc, c'est donc très important, je réitère là-dessus, qu'il faut que les opérateurs d'infrastructure, n'est-ce pas, que ce soit l'État ou les opérateurs classiques, continuent à intensifier leur investissement dans le développement des réseaux. Et cela permettra vraiment une meilleure accessibilité aux services du numérique et permettra aussi une plus grande inclusion financière. Il faut aussi que l'État s'assure que les populations soient protégées. M. Limaga en a parlé un peu plus tôt. Moi, je l'ai dans mes notes. C'est vraiment un point qui me tient beaucoup à cœur. C'est la sécurité des populations. Parce que quand on parle d'évolution, ça va très vite. C'est très impressionnant. Ça change beaucoup les vies. Mais il y a aussi la part de risque qui vient avec. Il y a la part de risque liée aux cyberhackers, aux cybercriminels qui souvent essaient d'exploiter leurs connaissances avancées de la technologie au détriment des populations qui ne sont pas au même niveau. Et donc, M. Koulibaly aussi en a parlé, il faut que l'éducation, l'apprentissage à ces outils soit accentué pendant qu'on les déploie, mais il faut aussi que l'État joue un rôle vraiment de garant, de s'assurer que ces systèmes qui sont déployés suivent certaines normes de sécurité qui permettent de protéger non seulement les populations, mais aussi de protéger aussi même ces structures financières qui utilisent le numérique. On va y revenir, voilà. Parce que, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Togola. On va y revenir tout à l'heure parce que, effectivement, les défis et les enjeux auxquels donc l'inclusion doit faire face va aborder cette thématique-là. C'est parfait, M. Togola. Merci beaucoup. Je peux dire un mot là, s'il vous plaît. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, oui, allez-y, M. Nimaga. C'est M. Nimaga. Oui, donc, oui. quand le DG de la SMTD a pris la parole, il a parlé un peu de la collaboration entre les régulateurs. Effectivement, en ce qui nous concerne, depuis 2018, nous avions élaboré un MOU, mémorandum, qu'on a adressé à la BCEAO, Mali, pour voir quels sont les axes que nous pouvons définir ensemble pour pouvoir gérer le numérique dans sa globalité. Télécom, nous sommes régulateurs et ils sont régulateurs banquiers. Donc, c'est de créer une plateforme entre nous. Quand on a rapproché la BCEAO, effectivement, ils ont trouvé que l'idée était très pertinente, mais ils étaient déjà sur un projet au niveau sous-régional de l'UMOA. Ils disent d'attendre, de patienter, que la plateforme qu'ils sont en train de mettre en place, que la BCEAO est en train de mettre en place, une fois quand cette plateforme sera opérationnelle, on pourra penser maintenant à mettre une plateforme de collaboration entre les régulateurs télécoms et régulateurs banquiers. N'oubliez pas, on va au-delà de ça avec l'évolution. C'est pourquoi il y a des mesures à prendre. Parce que le numérique, c'est devenu le support de presque toutes les activités. Pas seulement financières, pas seulement commerciales, mais ça peut toucher la santé, ça peut toucher les transports. Donc, certainement, le concept de régulation qu'on a peut être toujours au niveau national. Mais de plus en plus avec le développement du numérique, parce que les frontières s'estompent, n'existeront plus. Donc, c'est de veiller à ce que, parallèlement au développement du numérique, qu'on pense à des textes réglementaires sous-régionaux, effectivement, uniformiser les textes pour que nous puissions assurer la régulation de façon globale, nonobstant l'existence des régulateurs nationaux. Donc, il faut avoir des plateformes de collaboration qui vont nous permettre, quand il y a quelque chose qui arrive au Mali sur les services financiers. Donc, si les enquêtes sont menées, il faut que ça puisse couvrir toute la zone. Parce qu'on ne peut pas quitter ici, aller en Côte d'Ivoire ou aller au Sénégal et puis s'asseoir les bras croisés. Donc, il nous faut des textes qui vont nous permettre, donc, de franchir les frontières afin, donc, de pouvoir gérer les frontières. Donc, c'est de créer une plateforme de collaboration entre nous. Donc, il faut avoir des plateformes de collaboration entre les régulateurs
que les citoyens soient protégés et que les ressources financières soient protégées. Merci. Merci beaucoup, Président Nimaga. Madame Traoré, vous aviez quelques éléments à verser sur ce sujet, très rapidement? Tout à fait. Merci bien, monsieur le modérateur. C'est un sujet tellement complexe et à la fois tellement enrichissant et vaste que c'est difficile de pouvoir contenir l'ensemble des éléments, mais je vous en prie, allez-y. Ok, merci bien. Je m'excuse, j'ai eu un problème technique qui explique un peu mon absence. Alors, je voudrais commencer par féliciter les différents panélistes pour les riches interventions qui ont en tout cas permis de nous édifier sur cette problématique. Alors, en ce qui concerne le rôle de l'État, je vais peut-être dire 2 mots. Il faut déjà comprendre que la problématique de l'inclusion financière est, comme vous le savez, une des préoccupations de l'État. Et en ce sens qu'il s'agit là d'un levier essentiel dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Et dans ce combat, vous comprendrez également que aussi bien les acteurs privés et les populations ont un rôle à jouer, et également l'État, en ce sens que l'État doit mettre en place les conditions nécessaires à faire de cette inclusion financière une réalité. Et je pense qu'au Mali, il y a 2 vecteurs essentiels qui ont été mis en avant et pour lesquels l'État a consenti en tout cas énormément d'efforts. Il s'agit du levier de la microfinance, également celui des services financiers via la téléphonie mobile. Donc, pour rehausser un peu ce taux d'inclusion financière dans notre pays, on peut citer quelques actions majeures dans ce domaine. Déjà, le soutien et le contrôle du secteur de la microfinance, en mettant en place un cadre légal et institutionnel. Aujourd'hui, vous voyez l'existence d'un certain nombre de structures qui sont là pour justement contrôler, appuyer et promouvoir les services financiers décentralisés. Également, l'État a mis en œuvre un certain nombre de projets et programmes avec l'accompagnement de ses partenaires, notamment dans le domaine de la microfinance rurale, parce que nous savons que la frange de la population la plus vulnérable constitue le monde rural, qui représente 70% de notre population. Et au-delà de ça, les efforts consentis ont porté également sur la libéralisation accrue du secteur financier, donc qui a permis l'insertion des acteurs de la téléphonie mobile. Donc, je pense que les exemples concrets aujourd'hui, avec Orange Money, Mobicash, Sama Money ou d'autres, on en passe. Donc, nous voyons tous aujourd'hui l'utilité de ces différents services. Et au-delà de ça, en termes de contribution également de l'État, il s'agit des investissements publics qui ont été consentis pour renforcer l'infrastructure numérique. Je ne m'attarderai pas sur ce point. Je pense que les directeurs généraux de la SMTD, de la GEFO, de l'AGETIC sont vraiment mieux placés pour donner en tout cas ces détails-là en termes d'investissements publics qui ont été consentis par l'État pour soutenir donc l'infrastructure numérique au Mali. Et je pense que ces efforts ont vraiment permis à notre pays ces dernières décennies d'augmenter significativement le taux d'inclusion financière qui est passé environ de 19% à peu près 57% ces dernières décennies. Donc, c'est des efforts, c'est des acquis importants, mais qui méritent aujourd'hui d'être soutenus. Et nous savons tous que les services financiers numériques, à travers cette utilisation accrue que nous observons aujourd'hui, impliquent également que l'État prenne des mesures fortes pour renforcer la réglementation dans ce domaine-là, de sorte donc à garantir les transactions, également à renforcer la confiance du public en ces services-là. Et l'État peut également jouer un rôle de leadership en menant ce qu'on appelle cette politique nationale de digitalisation. Parce qu'elle est une réalité aujourd'hui au Mali, elle est incontournable, mais il est bon que le ton soit donné par les autorités et en intégrant justement cette digitalisation dans les services publics. L'exemple peut être donné tout simplement à travers le paiement des impôts et des taxes, ou également les péages, les bourses des étudiants, qui sont autant de leviers sur lesquels on peut aujourd'hui jouer. Et à cela s'ajoutent effectivement les mesures communautaires, parce que nous savons que dans le cadre communautaire, il y a également des initiatives qui sont prises au niveau de l'UOMOA
et soutenue par les banques centrales. Donc, je vais donc m'arrêter là. J'avais un peu perdu le fil du fait du problème technique, mais je pense que je prendrai le train en marche. Je vous remercie. Merci Madame Traoré. Je rappelle, vous êtes la directrice générale du Centre malien de promotion et de la propriété industrielle. On vous remercie. C'est un sujet tellement intéressant, mais à la fois tellement filaire, parce qu'il est 19h11 à Paris et 17h11 à Bamako, et il nous reste encore quelques sujets à traiter. On va tâcher d'avoir un éventail le plus large maintenant, même s'il reste trop de questions, mais on ne tiendra pas le fil de la discussion, c'est sûr. Alors, on va poursuivre. Je ne sais pas si M. Bathily a résolu son problème. Je fais un test, juste. Oui, vous m'entendez? Ah ben pour une fois que vous avez la parole, on va vous la laisser quelques minutes parce que vous le méritez. Vous vous êtes accroché à nous, c'est parfait, on est très heureux. Voilà, j'ai changé de… Voilà. Merci bien, merci et désolé pour ce problème technique là. J'ai dû changer de poste. Je remercie déjà Famib à travers Amadou qui m'a invité à cette session-là. Et merci au modérateur pour la qualité de la modération. Alors, moi, ce que je peux dire déjà, c'est que on a, je pense que les autres panélistes ont eu le temps de parler un peu plus largement des enjeux. L'enjeu principal pour moi aujourd'hui, quand on parle d'inclusion financière numérique, reste la réglementation. Et reste la réglementation. Je sais que j'ai participé aussi à un sommet il y a un an de cela, organisé par Luxembourg sur la finance, la microfinance, l'inclusion financière. La réglementation faisait partie d'un des éléments assez importants et la participation des gouvernements dans les différents panels ont démontré l'engagement de l'État dans ces cas-là. Je pense que le président de RNTP de Mali en a parlé largement. Un autre défi important et qui reste important, c'est l'éducation des populations, l'éducation financière des populations. Le numérique permet de faire ces transactions. On a du mobile money, mobile banking, on a tous ces outils-là de transfert numérique. Mais l'éducation financière reste principalement un enjeu. Bien que le numérique permet aujourd'hui de faire cette éducation-là, on a une population qui est en grosse partie analphabétisée. Et le numérique, comment est-ce que le numérique peut permettre justement de faire cette éducation, cette éducation financière? Donc, tant qu'on ne pousse pas, on n'avance pas sur l'éducation financière, bien qu'on ait des avancées assez notables dans l'évolution de l'inclusion financière, on va être bloqué là. Donc, je pense que c'est comment utiliser le numérique pour éduquer plus les populations, que ce soit financièrement, que ce soit sur le plan même numérique, permettrait justement de faire avancer encore plus l'inclusion financière. Merci, M. Bathily. Merci beaucoup pour cet ajout et très heureux de vous savoir revenir parmi nous avec la voix, au-delà du visuel. Il reste un quart d'heure, un gros quart d'heure, mais il y a encore des sujets qui restent à traiter. C'est tellement enrichissant et c'est aussi dû à la qualité des panélistes que nous avons ce soir. On a également des échanges qui sont assez intéressants côté suiveurs, notamment sur les enjeux avec les banques. Hein. C'est vrai qu'on aurait pu les avoir parmi nous, mais il est difficile de distribuer tant la richesse est bonne. Mais je vois, il y a des sujets, enfin des évocations. Les banques ont intérêt à intégrer le numérique dans leur fonctionnement au risque tout simplement de disparaître. Les clients, particulièrement en Afrique, sont désormais plus forts et plus responsables, et les banques sont apparues tellement faibles ces dernières années que le paradigme peut changer justement par le numérique. Point d'exclamation. En cela, l'inclusion financière des Africains passera par leur capacité évidente à utiliser les techniques d'information numérique pour s'affranchir enfin des banques. Ça, c'était une intervention de Patrick Jivanovic. Il y a peut-être quelque chose à rajouter avant de passer aux autres sujets? Non? Alors, on poursuit. Toujours pareil, les outils financiers. Quels sont les outils financiers numériques qui jouent un rôle particulier au Mali? Je pouvais distribuer la parole à M. Togola, Caroline Leclerc, Habibatou Keïta et Amadou Diawara, qui souhaitent prendre la direction de cette évocation. Bonjour à tous. Je vais donc débuter. Nous voyons au Mali, au Mali, nous remarquons chaque jour la création de nouvelles solutions
numérique, ou bien une adaptation d'une solution existante par rapport à un problème spécifique. Nous avons vu au tout début la création des paiements mobiles. Ensuite, nous avons vu l'évolution de ces paiements mobiles vers les banques, avec les solutions notamment les bank to wallet ou wallet to bank. Et ensuite, maintenant, ce qu'on remarque sur le marché malien, c'est l'arrivée des agrégateurs, des solutions d'agrégation de paiement qui prennent un exemple, c'est par exemple, tu verras une plateforme qui regroupe en son sein Orange, Malitel et tous les autres acteurs pour que un utilisateur qui a accès à son réseau, à travers son réseau, à une seule plateforme, ne soit pas bloqué juste par rapport à cela. Donc, il puisse faire les transferts entre ces différentes plateformes. Et de plus en plus, on a aussi vent du Bitcoin aussi. Donc, ça évolue, ça évolue. Le Mali ne reste pas en marge des autres pays en termes d'évolution et d'outils financiers utilisant le mobile. C'est un sujet qui nous est cher au groupe Famib, le Bitcoin. Je pense qu'Amadou y reviendra. Caroline Leclerc souhaitait peut-être intervenir, c'est ça? Alors, il faut désactiver, voilà. Ça y est. Alors, je vais juste très rapidement reprendre sur cette question. Je dirais qu'il y a deux sortes d'outils. Il y a des outils directs, par exemple les outils dont M. Togola parlait, évidemment le mobile payment, et des outils aussi indirects qui sont plus cachés, mais qui sont très importants, comme par exemple l'élaboration de plateformes, dont une plateforme dont la ministre des Télécoms malienne a mis en place, qui permet par exemple à des sociétés comme la nôtre, NN6, de devoir soumissionner auprès d'un algorithme sur cette plateforme pour accéder à ce qu'on appelle pour répondre à un appel d'offres, et ce qui va permettre à une évaluation complètement objective, financière et technologique de notre réponse, des réponses des différentes entreprises, et ce qui permet d'enrayer la corruption, par exemple. Il y a beaucoup d'outils comme ça, de plateformes, qui vont permettre de diminuer la corruption dans les pays, qui vont permettre d'apporter plus de transparence. Et c'est aussi de nombreux outils que j'appellerais des outils indirects, en plus des outils directs, comme le mobile payment, comme les possibilités de souscrire à des assurances sans avoir de compte bancaire, qui sont aussi des outils financiers numériques directs. Et comme le précisait tout à l'heure notre modérateur, Karim, c'est vrai qu'en France, par exemple, et dans de nombreux pays européens, ces outils directs qu'est le mobile payment n'ont pas pris et ne sont pas du tout développés, et ont même beaucoup de mal à percer. Et on est en retard par rapport à l'Afrique à ce sujet. Merci beaucoup, Caroline Leclerc. Je voulais profiter donc de cette allusion pour donner la parole, en tous les cas, à Habibatou Adrian Keita, qui est responsable marketing chez Innovation Orange Finance Mobile au Mali. Vous avez quelques mots à rajouter par rapport à ce qui a été dit? Oui, donc en fait, quand j'écoute les différents intervenants, donc pour moi, en fait, je dirais de la finance mobile au sens large. Pourquoi la finance mobile? Donc, comme je disais au tout début, c'est qu'on a vu apparaître, en fait, on est passé du traditionnel transfert d'argent à beaucoup de solutions. En fait, la finance mobile aujourd'hui, qui joue vraiment un rôle particulier au Mali. Je prends l'exemple, bien évidemment, d'Orange. On a plus de 80 000 points de vente aujourd'hui dans tout le Mali pour servir les clients. Et quand je parle finance mobile, je dis en fait la finance mobile propose des solutions d'accès en fait aux produits financiers. Il y a beaucoup de partenariats qui sont mis en place avec les différents acteurs du marché, mais comme un des panélistes disait tout à l'heure, de faire du bank to wallet, c'est-à-dire de transférer depuis son compte bancaire vers son compte Orange Money, et ensuite de faire du paiement, de payer ses factures depuis chez soi. Aujourd'hui aussi, on a aussi des solutions proposées aux professionnels
tout ça via le mobile money. Il y a des secteurs d'activité où les paiements de salaire étaient faits encore en liquide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de salariés qui sont capables de recevoir leur salaire depuis. Et puis, on a aussi le cas des retraités qui, au lieu de se déplacer dans leur caisse, qui reçoivent leur argent. Donc, en fait, il y a beaucoup de solutions qui sont proposées via l'outil pour moi que j'appelle la finance mobile. Et c'est indéniablement un outil qui contribue très fortement à l'inclusion financière au Mali en particulier. Il y a aussi il y a un autre aspect, d'autres produits qui sont peut-être moins connus, mais qui sont non négligeables aujourd'hui dans un pays très pauvre avec des problèmes, avec l'informel qui prime dans l'économie. On propose aussi, en fait, il y a des produits en collaboration avec des institutions financières pour accéder à des produits de crédit, d'épargne, d'assurance, tout ça avec son téléphone aujourd'hui. Donc clairement, c'est pour ça que je préfère parler de finance mobile de façon plus large. Merci beaucoup, merci infiniment de cet additif. Amadou Diawara, tout à l'heure, Ismaïla Togola nous a parlé de Bitcoin. Bon, c'est un sujet qui nous est cher aussi. Ça fait partie d'une de nos, je dirais, d'une de nos forces de frappe. Mais tu souhaitais dire quelques éléments par rapport à tout ça, d'ailleurs, parce que c'est tellement riche et tellement vaste qu'il est intéressant. Oui, carrément. Je pense que, vu les échanges aujourd'hui, c'est extraordinaire. Tout à l'heure, le président de l'autorité de régulation avait parlé de la partie sécurité. Je signale d'ailleurs que ce vendredi prochain, nous aurons un webinaire notamment sur la sécurité en entreprise et quel levier pour réduire les risques. Donc, peut-être que nous allons demander à M. Togola, qui est un expert aussi en cybersécurité, de pouvoir aussi joindre ce panel pour participer, mais aussi demander à tous les panélistes de pouvoir suivre avec un de nos experts, Malik Fall, qui donne aussi des cours de cybersécurité depuis la France, qui va intervenir pour animer un panel, et ça va être intéressant. Maintenant, on a parlé beaucoup des banques. C'est vrai que je vois pas mal de banquiers qui sont connectés, mais qui ne parlent pas trop. Mais ce qui va être intéressant, c'est que nous avons voulu pour l'instant associer ce premier webinaire. Bon, on en fait on a fait beaucoup de webinaires, il y en a beaucoup qui sont en cours, mais pour avoir plus de panélistes, ça va être compliqué le temps de parole. Déjà, nous avons vu qu'aujourd'hui, on a un peu du mal avec le nombre de panélistes. Et si on mettait les banquiers, ça allait être un peu compliqué. Mais il y a un webinaire qui est organisé, notamment avec la PCAO et les banques qui est en cours. On attend qu'ils nous donnent la disponibilité. Et nous allons demander aujourd'hui, peut-être à ces panélistes-là, de ne pas être panélistes, mais d'être participants, juste de pouvoir contribuer en ce moment-là à ce webinaire des banques que nous organisons bientôt dans 2 semaines. Mais pour revenir à la question, c'est vrai que M. Togola, il m'a un peu titillé en parlant de Bitcoin, et sachant que moi, je suis dans Calici ou dans Everycoin ou Maliwaricoin. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est pour dire que je ne veux pas parler de nos crypto-monnaies. Nous, on parle de la blockchain aujourd'hui, en fait. C'est ça l'avantage aujourd'hui. Il faudra peut-être que dans cette inclusion financière numérique qu'on parle aujourd'hui, il va falloir qu'on essaye de savoir que la technologie blockchain va jouer un rôle important dans cela. Et ça va permettre de sécuriser. Je pense que, notamment que ce soit les banques, que ce soit les opérateurs télécoms, tout le monde est unanime qu'aujourd'hui, cette technologie va changer, elle est beaucoup plus sécurisée. Et nous, c'est vrai que nous travaillons dans ce domaine-là, et c'est aussi des outils d'inclusion financière. Donc, vous savez, toutes ces monnaies, ces crypto-monnaies aujourd'hui vont permettre aussi de venir. Mais là, on va pas, le sujet n'est pas là. Mais pour revenir à la question qui est posée dans ce panel des outils financiers, moi, je dirais que la finance numérique recèle encore un potentiel inexploité en Afrique. Pour autant que les services financiers soient adaptés au contexte local. Je vais prendre le cas du Mali aujourd'hui. Il faut savoir qu'on a des zones où il y a l'insécurité aujourd'hui, il faut le dire, ça en fait. Donc, ça veut dire que les finances mobiles vont permettre aujourd'hui de sauver des vies. Mais ça va permettre aujourd'hui, ça permet aujourd'hui à ce petit paysan de Nioro du Sahel de pouvoir commercer avec un grossiste à Bamako, de lui envoyer de l'argent et que l'autre lui envoie la marchandise. Donc, tout ça, c'est le miracle du numérique aujourd'hui. Et je pense que le directeur général de l'Agétique a parlé du citoyen. C'est vrai que c'est bien d'avoir un portefeuille électronique qui va permettre de faire les transactions, mais il va falloir aussi pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire ces démarches administratives ou autres. Donc, c'est là où je pense que le panel aujourd'hui, moi, je ne veux pas répondre à la question en tant que telle, mais je vais juste dire qu'il était important de pouvoir réunir ces acteurs-là aujourd'hui pour parler pendant cette période de Covid-19 où nous savons que toucher le papier, remettre un document à quelqu'un, le contaminer ou aller au contact peut-être dangereux. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, c'est d'utiliser le numérique, d'aller sur cela. Et nous saluons, nous, en tant qu'une entreprise qui excelle aujourd'hui, en tant que centre de recherche d'innovation technologique que nous sommes aujourd'hui, famille,
la libéralisation du code SSD qui a été fait par le gouvernement, mais aussi le fait que le coût a changé au niveau de la MRTP. Maintenant, il reste que cela soit disponible parce que nous pensons que nous avons fait des demandes et on a eu un peu du mal au niveau des opérateurs pour pouvoir l'avoir. On a saisi le régulateur, on avait saisi Orange Mali, Malitel, mais c'est très compliqué. Les courriers ne viennent pas. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, est-ce que le régulateur ne doit pas peut-être changer le coût? Ça vient à 100 000, 1 million, à 100 000, ça devient accessible. Et ça va permettre à toutes ces jeunes startups de pouvoir développer des solutions autour de cela pour apporter plus d'inclusion. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est de savoir que, en tout cas, le numérique peut porter sur la façon de toucher la base même de la pyramide aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant, notamment les femmes entrepreneurs et autres. Et la protection aussi des consommateurs et la supervision doit être vraiment un rythme rapide d'évolution du secteur et qui va permettre aujourd'hui à toutes ces sociétés, à toute la société civile de pouvoir bénéficier un peu de cette inclusion numérique et financière. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais en quoi le numérique aujourd'hui, quoi qu'il arrive, il faut savoir que c'est le meilleur et sans doute l'outil le plus. Et c'est la dernière innovation que l'Afrique peut saisir, une opportunité du numérique aujourd'hui. Et c'est la ressource qui nous appartient tous. Il y a la mondialisation, on parle de globalisation. Nous avons vu cette pandémie, la COVID-19, aujourd'hui, fait que le monde a changé. L'ordre du monde est en train de changer. Notre façon de vivre va changer. Après cette pandémie, nous allons voir que nous allons nous adapter à un autre monde. Et ça va être quoi? Ça va être la digitalisation, ça va être la dématérialisation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'inclusion financière et numérique, moi, je pense que l'Afrique, on n'est pas en marge. Et d'ailleurs, le groupe Famille, Karim, comme tu le sais, nous vivons de l'offshoring. C'est vrai que nous avons quelques rares clients, notamment les télécoms qui sont nos clients, mais à part cela, nous vivons que de l'étranger. Donc, ça veut dire qu'à partir du Mali, nous avons des plateaux qui permettent de développer des solutions et vendre à l'étranger. Donc, ça veut dire que c'est cette inclusion aussi qui nous permet de faire ça. Maintenant, le Mali a voté aussi une loi sur la cryptologie. Moi, j'interpelle aujourd'hui le président de la MRTP parce que cette loi-là, nous n'avons pas d'informations dessus et quelles sont les conditions d'utilisation. Voilà, grosso modo, ce qu'on voulait dire. Mais il faut quand même saluer, je pense que c'est la dernière intervention que j'aurai. Donc, c'est de saluer l'ensemble des intervenants, mais de saluer aussi le travail qu'ils sont en train de faire dans les différentes structures, notamment, on va souhaiter joyeux anniversaire à Orange Mobile Finance, Adrien, vous qui venez d'avoir 10 ans, et on salue pour l'excellent travail que vous faites au Mali, mais on va saluer la JOFO aussi pour le travail qu'ils sont en train de faire, la GTIC, la SMTD et le régulateur qu'on ne cessera de saluer parce que c'est peut-être grâce à lui aussi qu'aujourd'hui, Orange Mali, Malitel et tous les autres acteurs arrivent aussi à donner ces services financiers. Et nous espérons que la prochaine fois, vous allez participer aussi au webinaire en tant que participant qu'on va avoir avec les banques pour également parler de questions de finance, mais d'interopérabilité. Et c'est ça aussi l'avantage. Et c'est comme ça aussi que le rôle du gouvernement, de ces acteurs de l'État, c'est de veiller à ce que nous, les petites entreprises que nous sommes aujourd'hui, des fintech, on arrive aussi à trouver notre part du gâteau dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste entre le régulateur et les opérateurs télécoms, mais qu'on arrive aussi à nous inculquer un peu dans ce schéma pour qu'ensemble, nous arrivons aussi à créer de la valeur ajoutée parce qu'on parle beaucoup de développement durable, on parle de tous ces projets, tout ce qui va être au développement de l'Afrique, mais il va falloir savoir qu'il va falloir créer des entreprises, il faut créer des champions, c'est comme ça qu'il faut faire. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons au Mali, en tout cas en Afrique, la capacité de le faire, c'est de faire travailler ces fintechs-là, mais c'est de voir comment nous pouvons faire aussi les jonctions entre les télécoms, les banques et aussi l'État. C'est ça aussi le rôle, que chacun reste dans son rôle un petit peu et qu'on essaie de partager un petit peu, que chacun arrive à apporter un peu sa contribution. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Mais c'est de remercier tous les participants qui sont là aujourd'hui, qui ont suivi ce webinaire avec intérêt et de ne pas hésiter aussi à nous faire des recommandations et passer l'objectif. Nous, aujourd'hui, c'est l'Université virtuelle du Mali. Vous savez, nous avons mis ce projet dont nous saluons aujourd'hui, d'ailleurs, le soutien d'Orange Mali, qui est un de nos partenaires qui nous a accompagnés à ce projet. Mais nous saluons également la GTIC aussi, qui a été un de nos premiers partenaires, la SMTD également. Et nous espérons que la GFO aussi sera un de nos partenaires. Et nous devons quand même dire que l'Université virtuelle a un rôle simple. Ce rôle, c'est aujourd'hui, c'est d'apporter à ceux qu'il y a des ressources. Parce que nous ne pouvons pas parler d'inclusion financière numérique si le pays n'a pas de ressources, la main-d'œuvre aussi. Ça, c'est important. Et notre rôle aujourd'hui va être, en tant que centre d'innovation de recherche, c'est de créer aussi des profils. Et c'est pourquoi nous profitons pour lancer pas mal de bachelors, notamment en intelligence des objets connectés, tout ce qui est métier de finance, même la finance islamique, etc., pour donner aussi cette main-d'œuvre aux opérateurs, mais aussi à l'État. Donc voilà un peu grosso modo, Karim, ce que je pouvais dire. 19h30 à Toulouse et 17h30 à Bamako au Mali. Je suis partagé. C'est un vrai dilemme pour moi parce que
on a écoulé notre temps. Il y a encore tellement de choses à dire. Il y a des échanges qui sont à côté dans les discussions là, très, très, très pertinents. Je ne sais pas si on a encore quelques minutes, mais encore une fois, la richesse des participants, des panélistes, on vous en remercie encore une fois, et l'agitation qu'il y a derrière, parce que vos arguments sont percutants et ça crée des discussions derrière. Je suis vraiment partagé parce qu'on a écoulé notre temps, mais on va peut-être prendre encore que 5 minutes. Je vois des interventions sur le côté qui dit on doit encore et encore ajouter à tous nos débats que le terme inclusion est capital sur le strict plan humain. Pensez la généralisation du numérique, pas seulement pour sa rapidité et sa praticité qu'elle procure, mais pour le développement humain qu'elle doit concrètement générer avant tout. Je me permets de rappeler mon article sélectionné par LinkedIn en mars dernier sur le réseau national français. Une croissance sera impérativement inclusive et le développement de son capital humain réel. Voilà, donc c'est très intéressant. Et puis bon, je sais qu'il y a eu plein d'échanges au-dessus, mais encore une fois, la richesse de cette thématique ce soir et surtout l'apport bénéfique de nos panélistes fait que malheureusement, c'est vraiment très court. Vous souhaitez, on n'a pas tout abordé, hein, c'est malheureux. Je pense qu'il va falloir refaire un deuxième webinaire en ce sens, Amadou. On va peut-être laisser la parole circuler pour nos panélistes qui souhaitent dire le mot de la fin. On va le faire de manière juste et équitable. Monsieur Koulibaly, je vois que vous... Ok, ouais. Monsieur Karim, donc comme j'ai commencé, donc je voudrais donner le mot de la fin en remerciant encore Famille pour avoir organisé ces panels. Et en même temps, profiter pour dire qu'un des défis majeurs qui, dans le cadre de l'inclusion financière numérique, va être l'extension de la couverture téléphonique, c'est-à-dire amener les réseaux téléphoniques là où les opérateurs ne sont pas arrivés, qui est d'ailleurs une des missions principales de l'AGEFO. Et c'est ce qui est déjà en cours avec les initiatives et les réalisations qui ont été faites. Et au vu aussi des discussions, pour favoriser l'inclusion financière au Mali, il va falloir mettre en œuvre ce qu'on appelle la confiance numérique. Il y a déjà en matière de réglementation ou de législation, il y a eu des lois sur la cryptologie, la loi sur la cybersécurité et même la loi sur la protection des données à caractère personnel, qui sont des lois qui s'inscrivent dans le cadre de la confiance numérique. Et ces lois doivent être appliquées, ça veut dire qu'il faut des textes d'application, des décrets, des arrêtés pour compléter la mise en œuvre de ces textes. Tant que cela n'est pas, ce l'interconnexion ou l'interopérabilité entre les différents acteurs qui sont les opérateurs, les services de microfinance, les banques, même les entreprises dans ce monde ne sera pas facile parce que chacun va douter de l'autre et parce qu'il n'y a pas l'encadrement juridique nécessaire pour permettre cette interopérabilité. Et tant qu'il n'y a pas l'interopérabilité, l'inclusion financière va être très, très difficile à mettre en œuvre parce que les clients ne seront pas à l'aise et en même temps, il faut qu'il y ait plus d'activités, il faut qu'il y ait plus d'entreprises, il faut qu'il y ait plus de diversité. Donc, il faut aussi développer à côté de cette inclusion financière. Donc, je vais m'arrêter là pour permettre aux autres de donner leur mot de la fin. Merci, Karim. Merci infiniment, M. Koulibaly. D'ailleurs, il y a une question pertinente de Ibrahima là, qui nous dit, quelle est la stratégie malienne par rapport à l'inclusion financière et numérique? C'est une vraie question et bonne, intéressante. On va poursuivre pour les mots de la fin. Merci, M. Koulibaly. Merci, Karim. Qui souhaitait dire un petit mot pour terminer, puisqu'il est 19h34 chez nous, en France. 17h34. Et je peux me permettre? Oui, M. Togola, bien sûr, avec plaisir. Donc, vraiment, je tenais à féliciter le groupe Famille pour cette initiative. Et aussi, je pense que c'est une très bonne chose que nos autres acteurs, surtout côté étatique du numérique, nous nous retrouvons ici et qu'on ait des discussions sur l'inclusion financière et puis le développement du numérique. Et je pense que ça montre qu'il y a une synergie qui est là, vraiment, qui existe au sein déjà de l'action gouvernementale pour non seulement réguler ce secteur, mais aussi investir, accroître les investissements de l'État dans le développement donc, des infrastructures. Mes autres collègues ont eu à parler beaucoup de tout ce qu'ils font. J'ai eu à parler de la SMTD aussi. Et je pense que ces actions vont continuer vraiment dans le même sens.
Et voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder, je tenais juste à vous remercier et vraiment à continuer ces débats qui sont très importants. Cette plateforme, c'est un début. Il faudrait peut-être que d'autres médias puissent aussi faire partie de cela pour que, c'est à travers cette discussion aussi qu'on arrive à éduquer un peu la population, les entreprises et tout le monde qui est intéressé par ce sujet. Donc, merci encore et voilà, nous restons disponibles au niveau de la CNTD pour toute autre webinaire à travers lequel on peut partager notre savoir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Togola. Merci. Le mot de la fin pour encore. Oui. Rapidement, on avait demandé, on va profiter, voir en fait l'ensemble de ces responsables parce qu'ils n'auront pas tout le temps du temps libre pour nous, mais c'était de voir est-ce qu'il est possible qu'on ait un système, même après le Covid-19, parce qu'il faudra qu'on arrive à informer aussi les gens de l'excellent travail qu'ils sont en train de faire, notamment la GEFO, ce qu'ils font, mais la SMTD, mais aussi la GETIC par rapport à toutes ces problématiques liées aux citoyens, mais aussi les opérateurs télécoms, et peut-être d'initier quelque chose aussi mensuel, c'est-à-dire qu'un webinaire mensuel, même si les DG ne sont pas disponibles, ou le président, mais aussi les DG, c'est de mettre un agent de ce jeu qui peut aussi venir parler. Donc, c'est d'échanger et donner la possibilité à plus de monde, à la population de voir un peu. Donc, je pense qu'on peut mettre ces cadres de travail aujourd'hui, dire aujourd'hui quel est le travail qu'il est en train de faire. Parce que nous, entreprises privées, nous sommes très agressifs, on communique énormément, etc. Mais les acteurs du gouvernement ils sont dans la retenue. Ils ne peuvent pas communiquer comme on le fait. Et pourtant, le travail qu'ils font, on ne le connaît pas. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un bureau. On a la chance de Good Family d'être en Côte d'Ivoire, au Niger. Et je pense que Django le dira au Burkina, le code ICSD n'est pas libéralisé partout. Il y a énormément d'efforts qui sont faits au Mali, mais il y a aussi énormément d'avancées. Si on regarde aujourd'hui le rôle que la GTIC joue aujourd'hui pour l'interconnexion de l'administration, mais la SMTD avec ses data centers magnifiques qu'ils ont aussi, mais on n'en parle pas et personne n'en sait aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas leur boulot, mais c'est genre de… C'est bien dommage. Et c'est bien dommage, effectivement. Ouais. On peut permettre aujourd'hui de mettre un cadre de travail où tous les mois, nous, on peut organiser depuis notre plateforme Kingi Visio. Et après, s'ils ne sont pas disponibles, de mettre un de leurs collègues qui peut parler et on peut animer cela. S'ils sont d'accord, et nous, on va initier ça et ce sera un plaisir pour nos étudiants aussi d'apprendre de ces gens-là parce qu'aujourd'hui, c'est des conférenciers comme ça et si ils peuvent aussi donner leur savoir à la jeune génération, ils peuvent au moins dormir tranquille que la relève est en train d'être assurée. C'est ça qui est important et c'est pourquoi on a besoin d'eux. C'est aussi ça la transmission. On a des acteurs et un écosystème au Mali qui est un modèle. Moi, je le dis parce que nous, on est en France, Caroline Leclerc le sait. Je vois qu'il y a des gens qui nous suivent aussi depuis la France là et le témoignent tous à l'unanimité. On a des acteurs majeurs donc de cet écosystème. La SMTD, on n'y reviendra jamais assez. La GEFO, la GETIC, le ministère de l'économie, du numérique et de la prospective. Et on a besoin aussi qu'on puisse, grâce à vous, mesdames et messieurs, assurer la transmission et former. On est vraiment des modèles, je peux vous le dire. Et on n'a pas à rougir, loin de là. Encore une fois, y a-t-il encore des mots pour la fin? Parce qu'il est 19h38 à Toulouse. Oui, président. Président. Non, c'est le petit président, c'est le DG. Bon. Hein? Mais président quand même. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, je voudrais saluer Amadou, bravo, comme d'habitude. Tu nous surprends à chaque fois. Tu innoves tout le temps. Bravo, bravo, bonne suite. La question que tu as posée tout à l'heure, je pense que tu as la réponse parce que tu as initié ça. Tu n'as pas demandé l'avis de quelqu'un. Je pense que tu pourras en initier beaucoup d'autres avec beaucoup d'autres acteurs. Et nous serons là, nous serons toujours là pour t'accompagner. Et je l'ai toujours dit, ça fait partie de notre raison d'être en fait. Développer, c'est pas Fatmata Siragata Traoré qui me dira le contraire. Donc, il faudrait que nous soutenons tout ce qui est initiative entrepreneuriale, tout ce qui est entreprise au niveau national et local pour que ces entreprises-là puissent s'épanouir, se développer. Et c'est de cette manière-là que le Mali va se développer, que nos pays vont se développer. Donc, c'est pour ça que je dis, nous avons 3 acteurs majeurs, les citoyens, les entreprises et l'État. Donc, l'État a intérêt que vous fassiez beaucoup de chiffres, hein, donc beaucoup d'argent, et du coup, l'État va retirer un peu parce que l'État va taxer. Hein, l'État récupère ces taxes, et ces taxes que l'État récupère, l'État les réinjecte dans l'économie, investit dans les infrastructures, et vous commercialisez, vous développez plus, les citoyens achètent parce qu'ils vous font gagner. Donc, vous voyez, c'est un cercle. C'est un cercle qui ne finira jamais. Et il finira le jour où nous arrêterons de réfléchir et de créer. Donc, c'est ça le véritable défi. Donc, nous allons, nous, en tout cas, pour ce qui nous concerne, continuer à faire en sorte que
les administrations publiques puissent offrir le meilleur service possible aux entreprises et aux citoyens. Donc, la dématérialisation, elle a commencé et elle est en train d'accélérer, je vous assure. Aujourd'hui, où on dit tout le monde, il y a très peu de travail, mais mes pires nuits, mes insomnies ont commencé depuis que Covid est arrivé. Donc, ça montre qu'aujourd'hui, nous avons un devoir. Et après Covid, nous devons continuer à amorcer vraiment l'écosystème. Et j'étais très heureux de refuser de rendre service à certains parce que les mêmes services, on les avait proposés il y a quelques mois, il y a quelques années, et ils n'ont pas répondu favorable. Maintenant, ils nous courent derrière parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et nous faisons face à ceux qui méritent vraiment notre accompagnement à ces temps difficiles. Mais ce qui est important pour nous, c'est le mot de la fin, mais malheureusement, comme j'ai tellement voulu parler plusieurs fois et je n'ai pas eu la parole, donc ce qui est important, c'est que nous puissions aujourd'hui savoir que nous sommes avant tout complémentaires. Les entreprises, l'État et les citoyens. Et les services de l'État sont complémentaires entre eux. Les services de l'État n'ont pas de raison d'exister s'ils ne fournissent pas de meilleure qualité de service aux entreprises et aux citoyens. Et les citoyens aussi doivent faire la remontée d'informations pour permettre aux entreprises et aux citoyens de continuer à leur offrir de meilleurs services à moindre coût. Et nous devons aussi faire en sorte que l'ensemble des échanges qui sont faits sur un territoire donné puissent être bénéfiques au territoire. Et avec l'inclusion financière, avec le développement du numérique, évidemment, il y a de fortes chances que les pays qui ne vont pas se lever tôt, qui ne vont pas développer des solutions numériques, se retrouvent vraiment dépossédés de leurs ressources parce que les transactions financières, c'est ce qui va se passer. Et demain, il n'y aura plus d'argent liquide qui va circuler. Et tout sera vraiment le tout numérique qui est annoncé pour demain. Donc, il nous appartient aujourd'hui de commencer. Nous avons l'intelligence, nous savons ce qui va arriver. Alors, mettons-nous au travail et donnons-nous la main pour que vraiment des rencontres comme ça se perpétuent et que aussi nous travaillons vraiment pour l'intérêt général. Je dis bien l'intérêt général pour une Afrique prospère. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine, Inch'Allah. C'était M. Ahmed Salif Kamara, le directeur général de l'AGETIC. C'est vrai que nous sommes tous des maillons de chaîne et on ne peut pas composer les uns sans les autres. Nous sommes encore une fois liés les uns aux autres pour pouvoir évoluer. Des mots de fin. Alors, il y a mesdames. Madame Adrienne Keita qui souhaitait. Oui, allez-y. On vous en prie, allez-y. Oui, donc moi je voulais finir sur deux aspects. Donc l'inclusion, donc pour reprendre les mots de Diawara tout à l'heure, donc le facteur humain de l'inclusion sociale par l'inclusion numérique. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il suffit de disposer d'un téléphone mobile pour accéder aux services financiers. Et il ne faut pas avoir un smartphone. Il suffit d'avoir un téléphone basique pour que via USSD, on puisse faire. Donc, c'est vraiment très intéressant pour une population pauvre, pour une population à une grande majorité analphabète ou illettrée, et puis qu'on puisse faire des transactions de petits montants, mais dans un système financier traçable, sécurisé. Dernier point, les chiffres aussi parlent pour nous, pour encore plus conforter famille et puis tout le monde dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de taux de bancarisation, on est toujours à moins de 20% en taux strict. Donc, en 10 ans, on est passé de 8 à 20%, pendant qu'en 10 ans, on est passé de 0 à 60% d'utilisateurs de mobile money. Donc, c'est vraiment révélateur qu'en Afrique, aujourd'hui, l'avenir est vraiment là. À nous de nous donner les moyens pour que cette inclusion ne signifie pas exclusion pour une certaine partie de la population non plus. C'est pour ça que je pense que les différents acteurs travaillent au quotidien pour mettre à disposition des outils pour inclure le maximum de personnes et puis bien évidemment dans le respect et la protection des utilisateurs. Et puis, donc, on travaille au quotidien, nos régulateurs travaillent aussi pour que cette croissance soit stable avec des lois de protection des utilisateurs, des lois de protection avec le monde aujourd'hui, avec la délinquance financière. Donc, voilà, pour moi. Merci Habibatou Adrienne Keita pour ces ultimes précisions. Madame Fatoumata Selagata Traoré souhaitait compléter et terminer, la directrice générale du SMAPI. Tout à fait. Juste un dernier mot. Le mot de la fin, oui. Féliciter également le groupe Famille pour cette très belle initiative. Et je pense que les échanges nous confortent, en tout cas, dans pris le train
de cette révolution numérique que nous ne sommes pas en marge de cela. Et nous sommes davantage, en tout cas, fiers en voyant que ceux-là même qui sont au cœur de cette politique numérique au Mali, aujourd'hui, ont bien... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Madame Traoré, c'est bon. OK. Donc, je voudrais dire également que c'est une fierté à travers tous les échanges que nous avons eus, en tout cas le plaisir d'écouter cet après-midi, que les structures nationales, en tout cas que l'État a mis en place pour renforcer sa vision qu'elle a du numérique, ont bien compris l'enjeu et sont inscrits en tout cas dans cette dynamique-là de faire de la digitalisation, en tout cas de l'avenir de notre pays. Donc, je voudrais vraiment les exhorter dans ce sens-là et également exhorter FAMIB donc à pérenniser en tout cas cette initiative pour que cette problématique soit davantage en tout cas traitée et que l'État prenne les mesures qu'il faut pour soutenir justement cette inclusion financière. Il y a eu des efforts, parce qu'on l'a constaté, les indicateurs sont bons, donc cela prouve que des efforts ont été consentis, mais ces efforts, ces acquis doivent être consolidés aujourd'hui. Donc, encore merci à tous et mes vives félicitations pour les brillantes interventions. Merci. Merci, Madame Traoré, directrice générale du CEMAPI, Centre malien de promotion et de la propriété industrielle. Madame Leclerc, votre mot de la fin? Eh bien, je voudrais remercier vivement Amadou pour cette invitation, féliciter FAMIB. Je trouve ça aussi, pour ma part, je trouve que c'est extrêmement bien de réunir tous ces acteurs pour discuter, pour échanger sur ce sujet. Très brièvement, en mode de la fin, je répondrai à la question de Steve qui demandait: le marché africain ne suscite-t-il justement pas de l'intérêt de la part des grands acteurs du numérique parce qu'il est peu régulé par l'État? Et je dirais juste, je partagerai juste quelque chose dont j'ai fait l'expérience. C'est Orange en Afrique francophone de l'Ouest qui a dû se retirer de certains pays car c'était peu régulé et c'est quelque chose qui fait plus fuir les grands acteurs par manque de stabilité. Donc, d'expérience, je dirais que c'est plutôt l'inverse et la stabilité et la transparence est très recherchée par les grands acteurs car ça permet la prospérité. Voilà. C'est clair. Absolument d'accord, Madame Leclerc. Merci de votre contribution, merci de votre apport. Je pense que notre président Nimaga, le président de la MRTP, souhaitait dire peut-être un mot pour nous saluer. Il y avait peut-être aussi... Je vois, Monsieur Maïga. Monsieur Maïga, voilà, il vous faut déconnecter parce qu'on vous a en visu, mais voilà, juste une toute petite touche de fin. Il est déjà 19h48 en France et 17h48 chez vous, au Mali. Monsieur Maïga? Ah, on ne vous entend pas, c'est bien dommage. Bon. Alors, du coup, je vais essayer de revenir vers vous, Monsieur Maïga. Est-ce que le président Nimaga est ici ou pas? Pour nous dire au revoir et le remercier de sa participation? Non, il semblerait que non. Il semblerait que non. Monsieur Maïga, toujours pas de son? Je pense qu'il a un petit souci avec son micro. Ouais. Amadou, Diawara, le mot. On va clôturer parce que les gens, ils ont des agendas très chargés. En tout cas, c'était de remercier tout le monde. Voilà, Camara et Caroline Leclerc, Django Batili, Fatoumata Serrata et Fatoumata Traoré, disons. Bon, désolé Fatim. Et puis Abibatou, Ismaël Togola et puis M. Maïga et le grand frère Saïbou Koulibaly et aussi le président de la MRTP. Et nous remercions également tous ceux qui ont suivi, aussi posé des questions. Oui, Patrick Ivanovic a partagé un article magnifique aussi qu'on le salue énormément. En tout cas, restez connectés sur nos réseaux. Nous faisons quasiment par semaine 2 webinaires et surtout, nous allons voir comment travailler sur des thématiques sur le numérique et l'inclusion financière. Des acteurs comme vous, on souhaiterait vous voir, même si ce ne serait-ce que pour participer, mais au moins aussi donner des critiques aussi pour cela. Voilà, merci à tout le monde et bravo Karim. Et en tout cas, félicitations et merci à tout le monde.
À très bientôt. On refera cette opération parce qu'effectivement, on a des acteurs clés et puis très instructifs par rapport à ceux qui nous suivent. Nous avons participé à ces échanges via la plateforme interne au groupe Famib, Kingi Visio. Vous avez pu tester l'efficacité du système. On n'a rien à envier à nos amis de Facebook et Google et les Teams et compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre une prochaine fois dès lors qu'on vous sollicite. On vous remercie encore une fois. À très très bientôt. Et c'est aussi ça notre force. Je pense qu'on a beaucoup d'avenir devant nous. Merci à tous. Allez, bye bye. Merci, Monsieur Bathily. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.